Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Afin de développer le recyclage de téléphones mobiles, Orange s'associe avec BETC Design. L'agence a créé un concept innovant autour d'une mascotte interactive, Mobo. Pour en parler, nous recevons Yves Boileau, qui est Marketing Strategy Manager pour le développement durable au sein de l'entité RSE du groupe Orange. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Prader, qui est CEO de BETC Design. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de parler de Mobo, ce serait peut-être bien de dire quelques mots d'Orange et quelques mots de la politique RSE d'Orange. Oui, bon, Orange, je pense que tout le monde connaît un peu. Orange est une entreprise de télécommunications. Nous sommes présents sur une quarantaine de pays, donc nous avons un territoire assez vaste. Et la politique RSE s'adapte à chacun de ces territoires et est assez, je dirais, une approche très, très large. Nous avons notamment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je crois, plus que de parler de la RSE en général, c'est le recyclage des mobiles, puisque nous avons affaire à un vrai problème de société. Nous avons, je crois, jusqu'à la création de cette industrie de la télécom mobile, à peu près 8 milliards de téléphones qui ont été distribués, pas moins de 1,6 milliard à travers le monde en 2010 ont été vendus. Et paradoxalement, c'est l'objet électronique le plus vendu, le plus distribué, mais le moins collecté, puisqu'on en collecte moins de 2-3% à travers le monde. Donc notre engagement aujourd'hui, au travers du projet qui nous intéresse, Mobo, c'est vraiment la collecte des mobiles. Et puis je crois qu'on aura l'occasion d'élaborer sur ce sujet. Donc, avant d'avoir lancé Mobo, d'avoir décidé de lancer Mobo, comment ça se passait, la collecte et le recyclage des mobiles au sein d'Orange? Alors, encore une fois, nous sommes présents, puisque je représente Orange RSE au niveau du groupe, nous sommes présents sur l'ensemble des 5 continents et sur des marchés, en fait, à la fois entreprises et des marchés grand public. Et sur le marché grand public, nous sommes présents sur une quarantaine de pays. Donc la collecte, on dira, se passe de façon très différente quand on est en Afrique, quand on est en Europe ou quand on est dans d'autres pays. Jusqu'à présent, notre effort a été un effort de collecte classique, c'est-à-dire que nous avons deux façons de collecter les mobiles. Un qui est ce qu'on appelle la collecte éco-citoyenne, c'est-à-dire que on connaît les collecteurs de papier, de batteries, de piles, etc. Ce sont des collecteurs qu'on trouve en boutique ou ailleurs, puisque nous ne sommes pas les seuls à collecter. Nous travaillons avec les éco-organismes. Donc ça, c'est le premier canal de communication. Et puis, ce qui est d'ailleurs plus important dans d'autres pays que la France, c'est ce qu'on appelle le buyback, c'est-à-dire qu'on intégré à l'offre commerciale, nous proposons de racheter le vieux mobile un petit peu sur le modèle du vendeur de voitures qui rachète la vieille voiture pour vendre une nouvelle voiture. Donc ce sont les deux modèles. Et Mobo donc, est une alternative, une innovation qui est une innovation d'usage qu'on a mis en place aujourd'hui. Avec BETC Design. Pourquoi avoir décidé justement de faire évoluer le recyclage? Vous nous avez parlé du fait que c'était des appareils beaucoup distribués, les téléphones mobiles et peu collectés. Mais vous, pourquoi s'attaquer à cette problématique? Quels sont les objectifs derrière? Encore une fois, comme je disais, c'est-à-dire que quand on distribue 1,6 milliard de téléphones à travers la planète et qu'on imagine qu'il y en aura à peu près 15 milliards d'ici l'horizon 2015, derrière, il y a un vrai enjeu de développement durable, c'est-à-dire qu'un téléphone, ça doit se fabriquer, ça fait appel à des ressources naturelles qui sont des ressources rares, il y a des métaux précieux, il y a ce qu'on appelle les terres rares. Donc pour préserver les ressources naturelles, au lieu d'utiliser et d'aller les chercher dans la nature, on préfère donc recycler le mobile. On appelle ça des mines urbaines, puisqu'il y a une densité de métaux précieux plus importante, 10 fois plus importante dans une tonne de mobile récupéré que dans une tonne de minerai. Donc c'est vraiment un enjeu et en plus environnemental et en plus il y a une empreinte carbone pour la fabrication d'un téléphone mobile et il se trouve que la plupart des téléphones qui sont et restent dans les tiroirs sont encore opérationnels ou pourraient être reconditionnés pour resservir. Donc notre objectif c'est de préserver l'environnement, mais c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse utiliser ces téléphones qui traînent dans les tiroirs. Et nous travaillons et nous avons travaillé dans les actions qui sont déjà en cours avec les acteurs de l'économie sociale, puisque la filière de la collecte et du reconditionnement nous permet, dans certains pays, comme en France par exemple avec Emmaüs et les ateliers du bocage, de faire travailler des gens qui sont en réinsertion et qui donc, à qui on propose un travail. D'accord.
Donc vous avez travaillé avec l'agence BETC Design. Chez BETC, comment vous avez accueilli le brief de Orange sur ce recyclage des téléphones mobiles? On l'a accueilli avec joie. On l'a accueilli avec joie. D'abord, au-delà du simple fait de continuer à travailler avec Orange, avec qui on travaille depuis quelques années, on a eu la chance d'avoir une question qui a été bien posée, ce qui est bon, pas toujours le cas. C'est-à-dire on arrive assez bien à identifier une problématique qui est celle de collecter, par exemple, des mobiles dans ce cas précis, donc d'imaginer donc un collecteur. Mais on va dire que l'intelligence de la question, c'était de se dire que le collecteur devait être l'élément d'un dispositif plus large. Alors je ne veux pas dire holistique parce que ce serait une surpromesse, mais en tout cas que le collecteur faisait partie d'un parcours imaginaire qui faisait que les gens donnaient ou pas donnaient pas. Et dans les enjeux de ce collecteur, il y avait effectivement techniquement et fonctionnellement celui de collecter des portables, donc il fallait que techniquement il soit capable de le faire, avec des contraintes logistiques particulières. Mais au-delà de ça, il fallait aussi qu'il engage des gens qui peut-être ne donnaient pas aujourd'hui à faire ce don, en tout cas, puisque c'est considéré comme un don. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, Orange, et Yves en l'occurrence avec ses équipes, avaient ce souci d'avoir une approche sur l'usage de ce collecteur, et donc au-delà de ce usage, les motivations de ceux qui pourraient venir à donner ou pas donner. Donc on est parti donc sur une question qui était très ouverte, puisqu'en fin de compte, il n'y avait pas de déterminisme même fonctionnel ou technique sur l'objet, et en plus de ça, c'était une solution qu'il fallait définir et pas seulement un objet. Donc voilà, donc ça a été pour nous une grande joie, parce qu'en plus, chez BETC Design, on s'est fait une spécialité de développer des méthodologies à partir des sciences humaines. Donc on utilise en sens large l'ethnologie comme outil pour rapprocher les problématiques de design. Et puis plus spécifiquement, on travaille ensuite sur des choses plus sociologiques ou anthropologiques en fonction des sujets. Et sur ce sujet-là, en plus, on a eu la chance de pouvoir croiser les deux approches, puisqu'on a fait en fin de compte, d'une part, une analyse terrain, partant d'archétypes, de profils de clients, en tout cas Orange, parce que chez Orange, ça s'appelle des clients. On est parti pour définir, après avoir croisé ces profils avec des gens qu'on a rencontrés en entretien, on a défini 6 typologies, en tout cas, d'individus qui nous intéressaient. Et ensuite, on est venu les quantifier à travers une étude quantitative pour savoir quelles étaient proportionnellement leur importance dans le dispositif. Et ensuite, le choix stratégique qui a été fait, c'est un choix qui a été ambitieux, puisque l'idée de se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui donnent déjà. Comme le disait Yves, ils ne sont pas suffisants. Et ce qui nous intéressait, c'était peut-être d'ouvrir, en fin de compte, à ceux qui ne donnent pas. Voilà. Et donc, dans l'étude, on s'est rendu compte que ceux qui donnaient sûrement pour des raisons plus sociologiques que même personnelles, c'est-à-dire qu'ils étaient sociétales que personnelles, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans une sorte de mission contributive au monde, alors que ceux qui ne donnaient pas, ils avaient peut-être plus des freins personnels. Donc voilà. Donc c'est l'étude, en tout cas, qu'on a menée, nous a permis de développer ce type d'approche très ouverte, et c'est pour ça qu'on a reçu avec Joël Brief, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'être autant en amont d'une problématique au sens de son intelligence, et souvent, comme on dit en anglais, le time to market, l'urgence de l'opérationnalité des choses, nous empêche parfois ce type de préalable. Donc cette étude, vous avez des freins personnels, c'est ce que vous disiez, qui fait que les personnes ne donnent pas forcément leur portable pour recycler. Quelles ont été vos recommandations pour les lever? Quels sont déjà ces freins et quelles ont été vos recommandations pour les lever, ces freins? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Yves et ses équipes ont fait le choix stratégique à partir du résultat des études de se dire que ils préféraient une stratégie ambitieuse et donc de recrutement plutôt qu'une stratégie plus sûre de fidélisation de ceux qui donnent déjà. Donc on s'est plutôt attaché à identifier les leviers de ce pourquoi les gens ne donnaient pas ou voir pourquoi ils pourraient donner. Et pour le faire très simple, que ce soit d'ailleurs très transactionnel, très financier ou même très émotionnel, donc beaucoup plus ludique, on s'est rendu compte que ceux qui ne donnaient pas, en fin de compte, ne donnaient pas parce qu'ils ne voyaient pas d'intérêt personnel. Et que l'intérêt personnel, il pouvait être travaillé de deux manières, soit de manière très transactionnelle, en essayant de les incentiver, soit au contraire en les faisant jouer, en les faisant rentrer dans une sorte de jeu de rôle, où en fin de compte, ils trouvaient un intérêt ludique à donner leur téléphone. Je vais peut-être compléter, si je peux me permettre, un petit peu la réponse de Christophe, c'est-à-dire que je pense qu'avant tout, il y a tout un tas de raisons qu'on connaît bien pourquoi les gens ne se débarrassent pas de leur vieux mobile. Il y a d'abord et avant tout un déficit de communication. Et je pense que dans le brief qu'on a pu donner à BETC, ça a été effectivement d'être un outil de communication pour sensibiliser, informer les gens. Et je pense que ça se fait dans la durée, c'est des nouveaux usages. C'est-à-dire qu'on ne ramène pas son mobile quand on ramène la pile ou le papier, parce qu'aujourd'hui, ces gestes sont entrés dans les usages.
Mais aussi, c'est vrai que Christophe parlait des avantages personnels. Il y a aussi en fait un certain nombre de freins comme le fait qu'on le garde au cas où. Au cas où l'ancien tombe en panne, ou on le garde parce que c'est tellement facile de le mettre dans un tiroir et de l'oublier. C'est pas comme une machine à laver ou un frigo ou une voiture. Donc il y a plein de bonnes raisons ou de mauvaises raisons de le garder, et je pense qu'effectivement le brief, et c'est pour ça qu'on a été très intéressé par la proposition de BETC, était vraiment basé sur le fait quelle est l'histoire que l'on doit raconter à l'utilisateur pour le motiver, pour l'engager dans cette démarche qui demande un effort, c'est de faire don de son mobile. Et je parle du don parce que on s'est rendu compte dans ces études aussi et dans les freins que finalement il y a un rapport avec le mobile qui n'est pas le même que celui avec un déchet classique du style batterie ou verre. Et que notre objectif avec Mobo et le système global de Mobo et l'histoire qu'on souhaite raconter avec Mobo, c'est de favoriser le don d'un mobile à valeur qui peut être valorisé parce qu'on peut lui donner une seconde vie, on peut le reconditionner et en faire bénéficier d'autres. Donc après, c'est vrai que ça a été un peu la base du brief. Quelle histoire doit-on raconter pour qu'on puisse augmenter de façon significative la collecte tout en sensibilisant et en informant les consommateurs. Alors, ce n'est pas tous des clients. Chez Orange, c'est aussi finalement des consommateurs, des citoyens. On peut leur donner le nom qu'on veut, mais on est dans une démarche vraiment RSE, en partenariat avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque le fait aussi de collecter des mobiles à valeur nous permet de financer, de faire des levées de fonds pour des collectes en Afrique, puisque quelque part ces mobiles se terminent aussi en Afrique et qu'on souhaite aussi intervenir en Afrique où des filières de recyclage n'existent pas. Et donc, encore une fois, avec Emmaüs International, nous montons des ateliers de recyclage, de collecte en Afrique. Donc, ce que tu disais sur aussi qui est très intéressant, c'est sur la partie communication, c'est que, on ne le disait pas jusqu'à l'heure, c'est qu'il y avait un double objectif, une communication interne et externe. Et ça, c'était aussi vachement intéressant, c'est de se dire qu'en fin de compte, il y avait une volonté, à travers ce projet, de sensibiliser une entreprise, une grande entreprise internationale, qui est celle de Orange France Télécom, autour de cette cause-là en tout cas. Donc de donner une sensibilisation à toutes les équipes, qu'elles soient terrain ou qu'elles soient au siège. Et puis aussi, comme le disait Yves, de communiquer en externe. Donc il fallait avoir à la fois une posture sur du recrutement externe, mais aussi du recrutement interne. D'accord, donc si vous pouvez nous décrire en fait, ce concept. Le décrire, je pense qu'il sera sûrement photographié à côté. Oui, mais nous décrire l'idée du concept. Tout à fait. En fait, comme disait Yves, il a fallu raconter une histoire. Et en fait, ce que je disais à Yves le jour du lancement, quand ça a été présenté à la presse, et je leur ai dit là, c'est que je trouve qu'il a été, lui et ses équipes, très courageux. Parce qu'en fin de compte, souvent, quand on a une cause aussi importante, et quand on est un opérateur privé, on a toujours peur d'être dans un discours un peu ambigu, à savoir faire du bénéfice sur le dos de gens à qui on parle de bienveillance, de générosité. Donc il fallait être capable d'avoir le courage de parler de quelque chose qui a une valeur économique, et en même temps de montrer la dimension non intéressée de l'entreprise au sens direct, au sens financier. Et de ce fait, on pouvait imaginer que ça aurait amené l'entreprise à investir, parce que c'est un vrai coût pour elle, l'investissement, à investir sur des objets qui soient des porte-drapeaux, au moins, de l'image de marque de l'entreprise. Pour dire brutalement les choses, des containers orange avec un capot noir, quoi. Voilà. Ce qui aurait été, on va dire, dans l'idée peut-être d'une entreprise qui a une vision court-termiste, une manière d'amortir ses investissements d'un point de vue corporate. Et bien pas du tout, en fin de compte. Le projet a été mené jusqu'au bout et la logique jusqu'au bout. Et l'idée a été, en fin de compte, pour Yves, de choisir dans les pistes créatives qui avaient été proposées, qui étaient différentes interprétations du brief qu'on s'était donné, qu'on avait construit ensemble, peut-être la plus ambitieuse, et la plus libre en tout cas. Donc celle qui avait vraiment pour enjeu vraiment d'être dans une posture de générosité pour aller chercher des gens qui n'étaient pas naturellement donneurs et les mettre en position de donner de manière positive, quoi, et de manière volontariste. Voilà, donc on a travaillé sur un objet morphologique qui est un agrégat de blocs qui recompose de manière un peu symbolique un robot, mais un robot bienveillant et qui en fait dans sa construction embarque de la technologie. Parce qu'en fin de compte, il y a une notion de traçabilité sur les dons. Donc il y a effectivement, dans le cas de ceux qui justement ne donnaient pas, la possibilité de leur dire ce que va devenir le portable, ce qui était une des motivations pour donner. Donc de les identifier, et donc d'identifier l'échange de leur téléphone avec un message, ou en tout cas un signe qui leur donne l'information de ce qui va devenir. Et donc au-delà de la technologie, on a fait un objet qui est plutôt bienveillant, qui est plutôt intuitif,
et qui est plutôt une manière de raconter de manière très low-tech, donc avec très peu de technologie apparente, la simplicité du don. Voilà. Donc une sorte de groupe. On avait, oui, et ce qui est important de noter aussi, c'est qu'à la suite de ces études sociologiques, ethnologiques ou anthropologiques, je ne sais jamais comment les qualifier, on en discutait avant de venir, c'est il y a eu deux pistes importantes, puisque notre objectif principal, c'est simplement augmenter le taux de collecte. Ça a été la réassurance par rapport à un certain nombre de segments, les moraux, les citoyens, les anti-gaspi, etc. Mais ça a été aussi le côté ludique de l'affaire. Donc, ces deux pistes, réassurance et ludique, nous a fait effectivement choisir pour une mascotte qui était une mascotte vivante, donc le collecteur en lui-même, l'objet, celui qui en fait matérialise cette intention qu'on a eue dès le départ. Et cette mascotte donc, a des expressions, effectivement, je pense qu'on aura l'occasion de la voir en images. C'est le côté ludique, interactif avec la mascotte, puisque ces expressions, l'objet lui-même, donc le mobo peut sourire, avoir des fous rires, avoir faim, être malade en fonction du contexte, et puis des interactivités utilisateurs, donc il y a un côté ludique. Et je pense que l'innovation, comme le disait Christophe, n'est pas, on est dans du low-tech, c'est-à-dire qu'on n'a pas une innovation technologique, mais vraiment une innovation d'usage. Et l'idée d'offrir la traçabilité du don, c'est-à-dire que quand vous mettez votre mobile dans Mobo, vous pouvez savoir ce qu'il devient. Et vous pouvez connaître aussi donc la destinée et l'impact que votre don peut avoir, puisqu'on se positionne encore sur l'objet, enfin l'axe du don, plus que sur l'axe du déchet et de la poubelle. Et d'ailleurs, vous le verrez, Mobo n'a rien à voir avec une poubelle. Quand on met un téléphone dans Mobo, eh bien, il ne tombe pas comme ça dans un sac ou dans un réceptacle. Il est déposé. Et on a cette réassurance et ce côté réassurant. Donc à la fois la réassurance et le côté ludique, ce sont les deux pistes qui ont été formidablement bien incarnées, matérialisées par Mobo, qui est le collecteur, mais qui n'est que la partie visible. Parce que comme le disait Christophe, nous n'avons pas voulu faire le design d'un objet, mais nous avons voulu encourager une démarche et un cas d'usage à développer. Et donc ce Mobo est connecté à Internet. Et derrière, il y a son dispositif associé qui est en fait une plateforme de service qui nous permet de voir la géolocalisation des mobos, leur taux de remplissage, ce qui permet à la fois de faire des animations de communication interactives sur le web, etc., et d'optimiser les aspects logistiques. Et puis, Mobo a aussi, donc j'en parlais, comment dire, dans son dispositif associé, il y a le site web grand public, qui sera un élément important parce que beaucoup de choses, c'est un outil de communication, on le disait tout à l'heure, il y a un déficit de communication, il faut raconter l'histoire et puis il faut surtout, autre innovation de Mobo, c'est d'externaliser cette collecte, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle existe dans le monde de Mobo et nous voulons créer ce monde de Mobo. Donc au-delà du dispositif lui-même qui est une boîte à outils de communication, de sensibilisation, etc., il y a le monde de Mobo sur Internet à créer. Et c'est au travers de ce monde-là qu'on arrivera, je l'espère, je le souhaite, et je pense que cette mascotte incarne bien ce qu'on recherche à avoir. Le monde de Mobo permettra de sensibiliser sur les aspects de collecte et de l'encourager. Je reviens sur un point que je n'ai pas signalé, parce que l'identification pour la traçabilité du mobile, c'est une chose. On souhaite aussi, par cette identification, remercier les donateurs avec éventuellement des prix à gagner. Que ce soit une place de concert, que ce soit un vélo électrique ou d'autres choses en fonction du type de partenaire et de sponsor qu'on pourra trouver dans l'écosystème de Mobo. D'accord, donc c'est en train de se construire tout ce C'est en train de concept se construire. On a travaillé avec BETC, je crois qu'on a commencé en décembre autour de Noël, puisque nos ethnologues, anthropologues et sociologues ont travaillé, je crois, entre Noël et 1er de l'an et ont commencé l'étude. Et on a présenté Mobo à la Cité des sciences et de l'industrie dans une exposition qui s'appelait Hello Demain. Notre ambition aujourd'hui, c'est de faire une expérimentation sur la ville de Paris. On va le faire dans le cadre du projet de mobilier urbain intelligent qui a été proposé par la ville de Paris. Et puis nous avons aussi des pilotes qui sont en cours de conception dans d'autres pays comme la Slovaquie. Donc nous sommes effectivement au début d'une création du monde de Mobo. Et encore une fois, un point important, qui fait partie de l'innovation de Mobo, c'est l'externalisation, c'est-à-dire qu'on crée un écosystème vertueux autour de ce personnage bienveillant, de façon à ce que la collecte devienne plus effective.
C'est un problème de société, je pense, on l'a évoqué tout à l'heure. Et pour nous, c'est important que les acteurs de la société, que ce soit les collectivités locales ou les entreprises privées, les acteurs de la collecte, du recyclage, soient complètement associés à cette démarche. Et pour l'instant, les conteneurs sont disponibles dans les boutiques Orange Alors pour l'instant, comme je le disais, on a fabriqué un certain nombre de prototypes. On développe le monde de Mobo sur le web, l'interactivité avec le visage, puisque l'internaute sera capable, lui, de créer ses propres animations et de faire des Mobo Flash. Enfin, il y a tout un tas d'interactivité qu'on est en train de développer. Et l'apparition de Mobo dans la société se fera d'ici la fin de l'année, d'abord sur Paris et en Slovaquie. Ça se fera sur des lieux qui sont des lieux de passage récurrents pour le grand public. Ça peut être des médiathèques, ça sera des halls d'accueil de bureaux, ça pourra être des mairies, des galeries marchandes. Très bien. Et quelle communication, justement, vous avez parlé du déficit de communication, vous avez parlé d'Internet. Est-ce que vous comptez mettre d'autres actions de communication en place quand vous allez lancer Mobo ? Est-ce que vous y avez un peu réfléchi ? Je pense qu'au-delà de l'objet lui-même qui inspire la sympathie et la bienveillance, comme le disait Christophe, c'est vrai que la bataille se passera du côté de la communication. Et c'est pour ça qu'on souhaite aussi être dans un écosystème de partenaires qui chacun peuvent relayer cette communication. Alors la communication, elle se fera sur le web, on veut créer du buzz, enfin voilà, après une stratégie de communication qui sera encore, sur laquelle on réfléchit, qui est à mettre en œuvre, mais qui ira largement sur le web et auprès des partenaires, des grandes entreprises, par exemple, qui veulent avoir un Mobo dans leur hall d'accueil pour leurs employés. Avec Mobo, c'est une boîte à outils d'animation de communication, donc je pense qu'elle peut être déclinée de plusieurs façons. On a pensé, par exemple, puisque tous les Mobos sont connectés à Internet et on a une carte de la localisation des Mobos avec en temps réel un taux de remplissage, on peut très bien imaginer faire des challenges entre entités, entre arrondissements, entre magasins, ou même entre écoles. Je veux dire, après, c'est un outil qu'on a pensé riche en termes de moyens à exploiter et on est en train de le valider, de le mettre en œuvre avec des partenaires. Et encore une fois, c'est ouvert, donc on accueille les gens qui souhaitent participer volontiers avec cette initiative. Oui, juste une chose sur cette question-là. Je pense que moi, je suis une agence de design, BETC Design, dans un groupe de communication. Donc, ce que je peux dire peut paraître contradictoire, mais je pense que, ça n'est pas en l'occurrence, mais c'est que pour le coup, là, le design est un vrai acte de communication. C'est un acte de design, puisqu'en fin de compte, moi j'ai contradictoire parce que avant toute chose, et c'était l'intelligence du brief de Yves, c'était de faire en sorte qu'on travaille sur les usages et l'appropriation de ces usages. Donc en soi, c'est pas un acte de communication, c'est pas juste une manière provocative d'exister dans le paysage urbain au sens propre. Mais en même temps, par la justesse de ce qu'on a voulu faire, en essayant de définir une politique de moyens par rapport à un objectif très précis, très clair, c'est qu'on a fait en fin de compte du design un support de cette communication, en tout cas de la communication. Et c'est vrai que l'élément clé de ce que nous on a voulu en tant qu'agence de design, BETC Design, c'est que de travailler à un objet et à une solution appropriable, ce que disait Yves à l'instant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à aucun moment, c'est un cheval de Troie orange, brandé orange, qui viendrait de manière virale, polluer un hall d'une entreprise corporate, une université, un musée ou une place publique. À l'inverse de ça, c'est l'incarnation d'une vision du monde, d'une certaine philosophie. Et de ce fait, il y a un mécanisme d'empathie qui doit jouer et qu'on a construit comme tel, en tout cas, à la fois sur la partie hard comme sur la partie soft. Voilà. Et j'ai une dernière petite question, puisque c'était aussi envers l'interne, cette communication autour de Mobo. Comment ça se passe l'accueil de Mobo au sein d'Orange ? En fait, c'est vrai qu'on essaie de stimuler la collecte auprès des utilisateurs. C'était aussi important de réfléchir à comment Mobo pouvait s'intégrer dans le paysage, dans notre environnement business, alors aussi bien en termes de les gens de la logistique que du marketing, de la distribution. Que les employés. Je pense, et c'est une chance, je crois, Mobo matérialise une démarche. Alors ici, c'est la collecte des mobiles, mais c'est une vraie dématérialisation d'une concrétisation, d'une intention et d'une vertuosité, d'un cercle vertueux qui fait, je pense, qui est très bien accueilli par les employés. Et à l'occasion de Hello Demain, où on a présenté justement aux employés, entre autres, Mobo,
il y a eu un accueil très, très, très chaleureux et on a été super content d'avoir ce feedback. Donc nous, on continue et je pense qu'on a réussi avec BETC à incarner cette intention de façon très, très tangible. Parce que c'est vrai que les axes, et je pense que c'est aussi un des points importants, c'est-à-dire on n'a pas voulu positionner le message de la collecte des mobiles comme un message moraliste, enfin de morale ou de l'éco-citoyenneté, de devoir ou anxiogène. On l'a fait on s'est positionné sur la bienveillance, le jeu, la gratification. Et je pense que c'est ce qui a vraiment été perçu et bien reçu. Et le fait de l'avoir comme petit personnage, on voyait bien que ça a attiré beaucoup de sympathie. Les gens venaient à côté se faire photographier, etc. Et c'est déjà effectivement un des premiers pas de la communication, c'est-à-dire inspirer ce sentiment de sympathie. On a hâte de voir ces mobiles alors arriver dans nos villes. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Au revoir. Au revoir.